Ok, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux. C'est Eric Powells. Avant tout, je voulais dire un grand merci au B2 de m'avoir si bien accueilli dès le départ dans la Team Ciné Club et de m'avoir permis et aidé à organiser cette nouvelle séance. Et aussi, en m'adressant au B1, sachez que vous êtes vraiment les bienvenus à participer au Ciné Club et vous inquiétez pas si ça se fait pas cette année. On aura plus de temps l'année prochaine et ça va être génial, on pourra participer à fond. Alors voilà, on va se retrouver ce soir avec le réalisateur belge Eric Powells, ancien professeur de l'INSAS. C'est d'ailleurs lui qui a co-inventé l'exercice du PVD, pour nous qui sommes en plein dedans. Il est aussi scénariste, écrivain. Il a travaillé aux côtés de Jean Rouch et il fait des documentaires qui personnellement me touchent beaucoup et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Normalement, Rudy Martin, son monteur, est censé être là aussi. Est-ce qu'il est là ? Il va venir tout à l'heure. Il va venir tout à l'heure, ok. Du coup, on pourra poser des chouettes questions. Donc, on va commencer par un court-métrage, Violent Face. C'est une vidéo danse, un solo, une chorégraphie de la danseuse Anne-Theresa de Kersmaker, une danseuse et chorégraphe belge mondialement connue et pionnière de la danse contemporaine. Et juste après la projection, on pourra poser des questions, en parler. Puis après ça, on passera à Lettre d'un cinéaste à sa fille, où la voix d'Eric Powells nous guidera tout le long du film. Et voilà, c'est un documentaire intime et très doux. Et je pense qu'on a tous besoin d'un peu de douceur pour clôturer ce rude premier mois de cette nouvelle année. Alors, bon moment et à tout à l'heure. Bon, je vous dis quelques mots vite fait, bien fait. Le premier court-métrage que vous allez voir, Violent Face, je l'ai réalisé il y a très très longtemps, le siècle dernier, à un moment où je m'occupais beaucoup, j'étais... Voilà. Je vois que l'école ne change pas. C'était une époque à laquelle je m'intéressais. Je viens en fait au tout départ du théâtre, de ce qui se passait dans le corps, de la tête, surtout de l'acteur. Et j'étais remonté aux sources en allant filmer en Indonésie, en Asie du Sud-Est, les rites de possession, le chamanisme, les danses chamaniques, qui sont à l'origine du théâtre et de la danse. Et après quelques années en Asie du Sud-Est, j'étais revenu. C'était aussi l'occasion de terminer sous la direction de Rouch, de Jean Rouch, ma thèse de doctorat sur les rites de possession. Et revenant ici, je me lie d'amitié avec Michel Andemé et Anne-Theresa de Kersmaker, qui faisait à ce moment-là un spectacle qui s'appelait Phase. Ce spectacle était basé sur des compositions de Phil Glass, Terry Riley, cette musique expérimentale qui commençait à naître à ce moment-là. Donc, Anne-Theresa va voir Steve Reich, qui a composé les 4 morceaux de Phase, et se lance dans cette chorégraphie. Il y avait 3 morceaux qui étaient des duos avec Michel Andemé, et un morceau qui était un solo. Comme j'étais avec eux pendant plusieurs tournées, plusieurs tournées, je me suis rendu compte, lorsque Anne-Thérèse a dansé Violent Face, qu'elle était quasiment en transe, qu'elle se parlait à elle-même, qu'elle criait, qu'elle éructait des choses, etc. Ce qu'on n'entend jamais naturellement lorsqu'on est spectateur dans une salle de théâtre et vous avez à fond la musique de Steve Reich dans les oreilles. Donc j'ai demandé un jour à Anne-Thérèse de pouvoir filmer cette répétition de danse. Voilà, à tout de suite. Lorsqu'on a commencé à filmer, je me suis rappelé qu'il y avait dans mon dos sur scène plusieurs kilowatts de projecteurs
Et j'ai vu apparaître, parce que c'est filmé comme c'était dansé, c'est-à-dire qu'elle commençait dans l'obscurité totale, et puis le noir se levait et la lumière arrivait. Et j'étais en train de filmer lorsque j'ai vu la lumière arriver, mon ombre sur le mur du théâtre. Je me suis dit, merde, je n'avais pas pensé à ça. Et puis je me suis dit, non, c'est très bien en fait, qu'on voit comment je filme cette danse qui part dans tous les sens. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ce film-ci, pour tous les autres films que j'ai faits sur la danse aussi, qui sont plutôt pas des films montrant un spectacle, mais des interactions entre le cinéma et la danse, des expériences entre le cinéma et la danse, c'est que je n'ai jamais voulu recommencer une prise. Donc, lorsqu'une danseuse danse, c'est toujours l'unique fois et la première fois qu'elle danse. Donc, il faut se mettre à hauteur des gens qu'on filme et filmer à la première prise. La première prise doit être la bonne. C'est un des enseignements de Jean Rouch. Voilà. Ceci dit, j'aurais voulu faire le film en 16 mm et en plan séquence de 12 minutes, parce qu'il fait exactement 12 minutes, donc c'était parfait pour une bobine de 120 mètres en 16. Mais il n'y avait pas d'argent à l'époque, donc je l'ai fait avec ma vieille caméra Super 8, d'où les coupures entre les plans séquences de 2 minutes 30, puisque ça fait 2 minutes 30 à 24 images secondes. Et donc j'avais une petite besace avec les films, les boîtes prêtes. Et comme il était hors de question de demander à une Teresa de s'arrêter, de faire une pause et de recommencer, je changeais en cours de réalisation, en cours de danse. Ce qui fait qu'il y a effectivement quelques secondes qui manquent entre les bobines Super 8. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à faire, à formuler ou... Le gros problème avec ce cinéma-là, et avec beaucoup de cinéma du direct, c'est qu'il faut ne pas penser. Si vous pensez, c'est foutu. Donc, il se fait que j'avais accompagné les danseuses dans beaucoup de tournées, que je connaissais la musique, le spectacle, Violent Face par cœur. Donc je n'avais pas à réfléchir sur comment filmer, quel axe, etc. et tout. Il fallait se lancer dans le bain et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est dur d'arriver à ne plus penser, justement, d'être complètement dans l'action, dans la danse. Et pour ça, il faut penser bien en amont, bien en avant, bien avant, pour se remémorer comment ça se passe. Mais si vous commencez à penser pendant que vous filmez, c'est foutu. Donc, quelques années après, je réalise un film qui s'appelle Lettre d'un cinéaste à sa fille. On en reparlera après, mais c'est pas lettre d'un père à sa fille, c'est lettre d'un cinéaste à sa fille. Donc je pars mon point de vue de cinéaste, de réalisateur, de quelqu'un qui travaille l'image et le son. Voilà. Le film commence comme de manière honnête, ouverte, je dirais, parce que c'est réellement un jour à la question de ma fille qui a compris que je faisais du cinéma, elle avait une dizaine d'années, et qui me dit « Mais papa, si tu fais du cinéma, pourquoi tu ne fais pas un film pour moi ?» Et ça m'a semblé totalement impossible, et vous allez comprendre pourquoi et comment le film a été monté. Est-ce qu'il faut dire autre chose? Pardon? J'ai déjà trop dit. Bon, alors effacez tout, et on regarde le film. Plus de 20 ans après, je me dis, bordel, quel montage. Le monteur est là. Viens Rudy, viens. Donc Rudy, que vous avez peut-être croisé dans les couloirs d'Alain Sas, puisqu'il y est prof maintenant, a monté tous mes films. Voilà. Donc la question s'est jamais posée, quel monteur, etc. C'est toujours lui. Il y a aussi dans la salle ma compagne Elisa Smirchalska, qui a fait les dessins, les peintures, tout ce que vous avez vu en graphique, en dessin, c'est elle qui l'a fait. Je voulais dès le départ, ça c'était clair, faire un film saisonnier qui couvre les 4 saisons avec 1 an de tournage. Et elle, pendant ce temps, quand elle avait envie, elle faisait une petite peinture ou l'autre.
le rapport à la peinture, naturellement, avec la solitude du peintre et blablabla, était là. Voilà. Donc, on peut parler, puisque Rudy est là, un peu montage. Mais je crois qu'on s'est retrouvé après un an de tournage, comme je suis extrêmement lent et paresseux, avec 3h15 de rush. 3h30, excusez-moi pour les quarts d'heure. Donc 3h30 de rush. Et je ne sais pas combien de temps de montage c'était. Ouf. C'est un peu loin. Je sais pas, quelques semaines. Hein. On a travaillé en plusieurs périodes, hein, puisque forcément on part d'une matière qui est en grande partie muette. Et donc il s'agit de faire une première version macrostructurelle, quoi, une ossature qu'on laisse reposer, sur lequel Eric va travailler la voix, l'écriture du texte. Et puis après, on reprend une session de travail où on définit plus précisément les traversées microstructurelles en relation avec le texte. Et puis il y a toute l'écriture sonore qui vient compléter évidemment le trajet. Donc je suis incapable de dire combien de temps ça prend en tout. C'est un processus assez long parce qu'il s'étale dans le temps, avec des périodes effectivement de montage et puis des périodes d'arrêt, quoi. Ce qui est un luxe, mais dans ce type d'écriture, un luxe nécessaire, parce qu'il permet effectivement de pouvoir prendre distance et puis se réapproprier la matière. Voilà. Tout le tournage a été fait en 16 mm et en Super 8. La plupart du temps, des caméras comme celles que vous utilisez pour le PVD, une Bolex. Sauf, donc tout est non synchrone. J'ai quasiment fait tous mes films de manière non synchrone. C'est 1000 fois plus fort, je trouve. Et donc on s'est retrouvé juste la séquence du clown qui est en son direct avec une réflexe. Voilà. Mais le reste du temps, on avait des images muettes sur lesquelles il fallait trouver des sons, improviser des sons, etc. Donc c'était à chaque fois un questionnement qui était hyper intéressant. Et vous avez aussi des images, toutes les images sont les vôtres. Pardon ? Toutes les images sont les vôtres. Toutes les images sont de moi, sauf quelques-unes pour des raisons techniques, par exemple le mélodrame, dans lequel non pas ma fille joue, mais c'est la fille de Rudy Martin, Anna Martin, qui joue la petite fille du mélodrame. Et là, on avait besoin d'une caméra avec un obturateur variable, comme pour faire un peu ce qu'on faisait il y a un siècle au début de l'histoire du cinéma, avec un clignotement de lumière, etc. Donc là, c'est un caméraman entre guillemets professionnel que j'ai retrouvé dans d'autres films pour certaines autres séquences, Raymond Fromont, qui a fait la caméra. Mais sinon, c'est tout le temps moi qui tiens la caméra, oui. Je ne laisserai ce plaisir à personne. Moi, j'avais une question par rapport à l'écriture du film. Je me demandais si par avance vous aviez bouclé un peu le tournage dans votre tête, ou bien si au contraire vous cherchiez plutôt par tâtonnement comme ça. Je me souviens de Alain Cavalier qui expliquait comment il avait tourné La Rencontre, et que voilà, c'était une sorte de saut dans le vide comme ça, et qu'à un moment donné c'était presque à la demande de celle qui filmait que le film s'est arrêté. Donc je me demandais, vous, quel a été l'instant décisif, si vous l'aviez prédit ou non. Eh bien, on avance tout doucement, comme le disait Rudy. Dans le rapport image-son, c'est vrai que lui montait, moi j'écrivais, lui montait, moi j'écrivais, on reculait, on cherchait autre chose, etc. Donc il y a des images que j'avais en tête dès le départ, comme celle du mélodrame par exemple. Il y a des images que j'ai trouvées en cours de montage ou en cours de tournage, comme par exemple... L'histoire de l'oiseau qui chantait si bien, Oui. qui a la place des Saouira en support, noir et blanc, filmé en noir et blanc, Super 8 image par image.
On avait fait une sélection, avant montage, on avait fait une sélection de la matière Super 8 qui allait être transférée en 16 mm, parce qu'il faut savoir que pour ce film-là, je pense que c'est un des derniers en tout cas en ce qui me concerne, le montage s'est fait encore sur pellicule, et donc il fallait faire un transfert, un gonflage en fait de Super 8 vers 16, et c'est des opérations de laboratoire qui, dans ce type de projet, est quand même assez cher. Donc il fallait faire une sélection d'une première matière Super 8 avant de commencer le montage. Et donc en faisant cette sélection, on est tombé sur certaines images, dont cette image-là de la place des Saouira, les mains aussi au Henné, qui étaient des matières flottantes, c'est-à-dire qu'elles n'appartenaient pas vraiment à une histoire précisément, dans ce que Eric voulait travailler, mais c'est des images qui nous plaisaient. Donc on s'est dit, ben voilà, on les transfère et on verra si elles se retrouvent dans le film ou pas. Celles-là se sont retrouvées dans le film. Il y en a d'autres qui faisaient partie de cette matière dite flottante et qui sont restées flottantes jusqu'au bout, qui ne sont pas rentrées dans le film. Une espèce de support de projection comme ça. Enfin, j'ai l'impression que sur ces images, on pourrait projeter tout discours. Enfin, c'est-à-dire que c'était un jeu, en fait. Déjà, au moment de la projection des rushs ou de la sélection des images, je veux dire, tiens, je lui demandais par exemple, commence l'histoire de Gauvin sur les mains, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et puis ça produit du sens ou ça produit pas de sens. Et à partir de là, on voit un potentiel de composition, d'écriture, quoi. Puis il y a des images pour lesquelles, il y a des histoires pour lesquelles je ne trouve pas d'image, comme celle de Chicago, de l'enfant tenu dans les bras de son père pour qu'il meure. Et donc je raconte dans le noir, mais il y a quand même des images d'ombre, de feuilles qui viennent d'une certaine manière rebondir. Et puis il y a des images qu'on découvre en filmant, en disant merde, mais qu'est-ce qui se passe? Et pour donner un exemple qui est quand même assez fort et qui a été très important dans le montage du film, c'est lorsque je me suis baladé le long d'une voie ferrée avec mon jeune fils. Et j'ai vu un train arriver, j'avais ma caméra Super 8, et je me suis mis à quelques centimètres, vraiment à quelques centimètres du passage du train, qui passait dans mon dos, et mon enfant, mon fils, regardait passer le train. Et là, je me suis dit, tiens, il y a cet étonnement que j'essayais d'avoir, parce que je ne suis plus un enfant, donc je ne peux plus faire un film d'enfant, il faut que les enfants fassent eux-mêmes les films pour enfants. Alors, je remontais, c'était un passage de remonter dans le merveilleux pour arriver à raconter cette histoire mélo. Et lorsque j'ai eu le premier plan de lui qui regardait passer le train avec ses yeux qui étaient complètement pétés, c'était incroyable, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Là, ça, c'est dans le film. Puis je suis revenu plusieurs fois au même endroit et on a refait ce plan plusieurs fois, de manière un peu différente, mais bon. Et là, tout de suite, lorsque j'ai montré le plan à Rudy, on s'est dit, bon, ben voilà, il y a un train qui va traverser le film. Et c'est le train, d'une certaine façon, qui va nous emmener à travers le film. Donc voilà une image qui était déterminante pour le montage même du film. Puis c'est un travail qui est, comme je disais, d'abord macrostructurel, c'est-à-dire qu'il y a une continuité dramaturgique, je dirais, qui travaille sur le déroulé des différentes histoires, et puis il y a tout le tissage qui s'organise à l'intérieur même des séquences, mais aussi entre les séquences. Tout un jeu d'images récurrentes ou d'éléments qui viennent ponctuer le trajet du film, comme les cairns par exemple, le paysage, y compris dans la donnée sonore et comment le son traverse aussi ces différentes matières. Et donc c'est vraiment un travail qui se fait étape par étape, dans un principe méthodologique quand même assez précis, quoi. Vous ne pouvez pas filmer les images et puis dire maintenant qu'est-ce que j'écris là-dessus. Vous ne pouvez pas non plus avoir les histoires et dire qu'est-ce que je vais filmer, qu'est-ce que je vais trouver comme image. Il y a un jeu où l'image et le son sont quelque part se bâtissent ensemble. Mais il n'y a pas de colonisation de l'image par le son, du son par l'image. Donc c'est vraiment un travail qui se fait lentement entre Rudy et moi, montage. J'ai une question. Je me suis demandé,
à quel âge avait vu le film votre fille et comment on choisit ce qu'on va dire à une enfant? Parce que là, du coup, c'est vraiment une œuvre qui a l'air très personnelle et qui a l'air vraiment dans l'adresse à votre fille. Et du coup, je me demandais voilà, à quel âge elle l'avait vu et comment on choisit ce qu'on lui dit, ce qu'on lui dit pas, etc. etc. Alors, j'avais l'image, mais pas le son. Donc, est-ce que vous voulez bien répéter un peu plus fort la question? Je me demandais à quel âge votre fille avait vu le documentaire. Oui, alors... Et voilà, et comment on choisit ce qu'on dit à son enfant. C'est une histoire assez amusante, racontée ici ce soir. Parce qu'en fait, elle ne savait pas que le film se faisait. Elle avait, je crois, 12 ans lorsque le film s'est terminé. Et je lui ai dit, écoute, je t'ai fait un film. Donc c'était très très important pour moi de lui montrer ce film à elle d'abord. J'étais à l'époque prof à l'INSAS. Je connaissais très très bien le projectionniste et je lui ai dit, est-ce que tu veux m'organiser? C'était une bobine 16 mm qu'on mettait sur le projecteur à l'époque. Je lui ai dit, est-ce que tu veux bien m'organiser une projection? Et je me suis retrouvé il y a plus de 20 ans dans cette salle, ici, avec ma fille. Et c'était assez fort. Elle a découvert le film. Je ne lui ai pas demandé si ça lui plaisait ou non, parce que lorsque vous écrivez une lettre à quelqu'un, vous ne téléphonez pas en disant « ça t'a plu ma lettre ?» hein? Donc, mais elle aimait beaucoup le film, et ce qui fait que le film a pu sortir et être montré, à circuler, à voyager, etc. La seule, je lui dis, mais t'as des questions à poser ou quoi par rapport au film? Elle dit, oui, j'ai une question. Elle dit, ah bon, laquelle? Je dis, mais c'est extraordinaire cette histoire avec la gomme. Parce que maintenant, je me suis rendu compte que c'était vrai, mais que j'avais complètement oublié cette histoire. Et ça m'a rappelé toute mon enfance, cette histoire avec la gomme, tu comprends? Voilà. Donc c'était ça qui l'avait étonné, qu'elle avait oublié cette petite histoire magique et qu'elle avait retenue. Mais bon, c'est un film qui fonctionne comme le PVD, hein, par thématique. Donc on a la thématique centrale qui est la mémoire et la mort. Et puis les sous-thématiques comme l'ordre, le merveilleux, les clowns, la tristesse, la mort, etc. Finalement, tout se raccroche l'un à l'autre dans cet immense tissage que Rudy et moi on a fait. Mais c'est vraiment un travail de couture. Donc c'est assez surprenant quand même pour moi de me retrouver plus de 20 ans après, comme dans Alexandre Dumas, de me retrouver plus de 20 ans après dans cette salle, à regarder le film avec vous. Eric, est-ce que vous pouvez nous parler de la trilogie de la cabane? Alors oui, il y a une trilogie de la cabane qui sont 3 films donc centrés autour de l'espace de mon jardin et de ma cabane, qui sont une métaphore, une métonymie du monde entier naturellement. On se retrouve toutes les histoires et toutes les images du monde. Donc il y a eu d'abord l'aide d'un cinéaste à sa fille, et puis des années après, j'ai voulu faire un film qui aurait probablement été mon dernier si j'avais eu le courage de continuer. Mais comme c'était peut-être mon dernier, je me suis dit je vais faire tous les films que j'ai envie de faire. Et ça s'appelle les films rêvés. C'est tous les films que j'ai envie de faire, de rêver, etc. Et là, c'est un très 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 long travail. C'est la première fois que je montais en numérique, et heureusement, parce que c'était 9 mois de montage. Je ne sais pas combien d'années ça aurait pris en 16 ou en 35 avec la pellicule. Mais c'était 3 ans de tournage et 9 mois de montage avec je ne sais pas combien d'heures de matière. Voilà. Donc ça, c'était ma position d'homme, de cinéaste face au monde. Et puis un 3e film, le 3e volet de la trilogie, qui a été fait aussi énormément dans la cabane, qui s'est fait au moment où ma mère mourait. Et voilà, je n'avais pas le courage de produire moi-même. C'est un ancien étudiant de la SAS qui est devenu producteur, qui a produit le film, le seul film que je n'ai pas produit moi-même pour être libre et faire ce que j'avais envie de faire, quand j'avais envie de le faire, avec qui je voulais le faire, etc. Et donc c'est La Deuxième Nuit, c'est le 3e film de la trilogie, qui est un film sur ma mère et en fait sur la liberté des femmes. Voilà. Donc je suis entre ma mère et ma fille, en tant que cinéaste, parler de mon métier dans les films rêvés. Les films rêvés, c'est un film de 3 heures, donc c'est un film long, c'est un film fleuve, tandis que le film
La deuxième nuit est un film, je crois, d'1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Bon, évidemment, la trilogie n'existait pas quand... Oui, ça n'a pas été conçu dès le départ comme une trilogie. Elle est devenue trilogie au 3e film. C'est ça, oui. Je veux dire, il n'y avait pas d'idée de trilogie, si ce n'est au moment où la reprise de la voix, le travail sur la voix, tout le travail de tissage autour de la cabane et aussi de ce principe d'écriture avec la donnée textuelle camnérique. C'est ce qui a conditionné effectivement les 3 films et qui les lie forcément. Vous n'aviez pas une petite question? Bon, oui, si. Je suis en train d'essayer de la formuler avant de la sortir. Soit chaotique. Ah oui, non, mais formulez-la bien. Non, mais pour qu'elle soit compréhensible. En fait, non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir, de dire que c'était assez personnel et de comment savoir ce qu'on peut dire à sa fille, etc. Mais donc moi, je me demande, parce que les histoires que vous racontez, elle comprend pourquoi vous parlez de ça dans le film? Est-ce qu'il n'y a que elle qui peut comprendre pourquoi vous parlez de ça? Dans le sens, c'est des choses qui vous lient secrètement parce que c'est des sujets qui vous lient, dont vous parlez, des souvenirs. Parce que vu que tout paraîtrait éparpillé en même temps un sens, je me demande, oui, si c'est des choses que vous lui proposez parce que vous avez pensé que ça pouvait lui plaire, ou des choses qui viennent de vous deux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou si pas, je reprends un peu de temps. Il y a forcément des choses qui viennent de nous deux, mais tout de suite, elle a quand même compris que c'était un prétexte, ce qui vient avant le texte. Donc, et c'est pour ça que ça s'appelle d'un cinéaste à sa fille, c'est une prise de position aussi, entre guillemets, politique, en tout cas idéologique par rapport au cinéma, par rapport à mon travail. Mais non, je crois qu'elle est... Le seul plan d'elle dans le film, c'est le plan fait à Pompéi, où on voit une main qui prend la terre qui a été brûlée dans le Vésuve. Donc c'est le seul plan d'elle, et j'ai pas voulu que ce soit elle qui joue le mélodrame. Donc c'est la fille de Rudy, dont je suis le parrain, à qui j'ai demandé de jouer. Mais elle est clairement, je crois qu'elle est consciente. Il y a naturellement 2-3 choses qui la touchent en tant que souvenir personnel. Mais elle est consciente que le film aussi est un prétexte pour parler du cinéma et de la mort et de la mémoire. C'est pour ça, moi finalement, je me demandais qu'est-ce qui restait du lien entre vous deux. Mais il y en a bien sûr parce que c'est finalement pour elle. Mais non, c'est parce que c'est la question qui demandait quoi dire à sa fille, que c'était fort personnel, qui m'a fait me poser cette question. De me dire, est-ce que vous avez pris dans votre rapport à deux ou si c'était vraiment en dehors de ça? C'est ça. Je suis pas sûr de comprendre la question. Si quelqu'un la comprend... Qu'est-ce qu'on raconte du monde à sa fille? Non, justement, en fait, c'est une question que quelqu'un d'autre dans le public a posée. En effet, moi, je l'ai pas pris comme un film qui aurait été fait à partir de souvenirs ou du lien que vous aviez avec votre film, en effet, comme un prétexte. Moi, c'est ce que j'avais compris, ce que j'ai senti. Mais quand quelqu'un a demandé, comment votre fille avait pris ça m'a fait me poser la question de savoir si finalement il y avait des choses personnelles, des histoires que vous lui racontiez quand elle était petite, ou des choses que c'est vraiment elle qui vous a inspiré, des questions qu'elle vous a posées, comme elle est. Vous voyez ce que je veux dire? Si vraiment l'histoire que vous racontiez, c'était vraiment elle une inspiration, ou c'est juste vraiment, c'est dédié à elle, mais l'inspiration elle se trouve partout autour d'elle? Oui, ça se fait partout autour d'elle, et les prétextes, elle est plus une figure que ma fille vraiment. Et je n'aurais jamais voulu faire, osé faire, risquer de faire, parce qu'il y a un risque à faire ce genre de choses, à faire un film pour ma fille qui parle de notre relation privée. C'est un film personnel, c'est un film artisanal, mais c'est un film public, c'est pas un film privé. Oui, justement de manière subtile, c'est-à-dire que nous on ne sait pas que c'est... Ce que je m'étais dit, en fait c'est peut-être ces histoires-là, mais on ne sait pas que c'est les histoires que vous lui avez racontées, du coup ça répond à des choses qu'elle vous a demandé, vous voyez, c'est ça que je veux dire, donc pas quelque chose qui exposerait un lien privé, mais juste, elle sait ce que ça représente de votre relation, et nous on ne sait pas, ça veut dire d'autres choses pour un spectateur en dehors de votre... À mon souvenir, je crois que la seule chose
qu'elle est vraiment reliée à notre relation privée, c'est la séquence avec la gomme. Et c'est pour ça qu'elle en a parlé, c'est la seule chose dont on a vraiment parlé lorsqu'elle a vu le film, elle a dit ça me plaît, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est l'histoire de la gomme. Et c'est la seule histoire. Les autres histoires qui sont dans le film, je n'y en ai pas raconté une seule. Je lui ai raconté d'autres histoires. Est-ce que elle a eu l'occasion de revoir ce film en grandissant? Vous disiez que vous l'avez vu, pardon. Elle a eu beaucoup l'occasion de revoir ce film en grandissant. Maintenant, elle est mariée, elle a 3 enfants. Mais je vous assure que c'était pendant quelques années un examen de passage pour tous ses petits amis et ses amants. Ils avaient intérêt à aimer le film. C'est un peu un gag, mais c'est vrai. Et elle a beaucoup apprécié le film, parce que j'ai toujours pensé que le film, elle le verrait différemment à 12 ans, à 15 ans, à 25 ans, à 35 ans, etc. Et je pense qu'effectivement, c'est un film extrêmement vivant, comme ça, entre nous et entre moi et le public, naturellement. J'ai une question par rapport au montage, par rapport aux allers-retours dont vous parliez juste avant. Parce que moi, il y a des effets, enfin je veux dire, notamment le plan du garçon qui regarde le train passer, qui est en noir et blanc si je ne me trompe pas, et le plan du train qui lui est en couleur. Et donc moi je me suis dit, typiquement là c'est une association née au montage, quoi. Et puis tel que vous le racontez, en fait c'est la scène comme elle s'est passée, c'est-à-dire qu'il y a un petit garçon qui regarde un train, le train est en face de lui. Et donc c'est drôle parce que ce qui était à l'origine quelque chose de documentaire s'est transformé d'un coup en image de cinéma, et je me dis à quel point vous vous êtes amusé de ce pouvoir qui était le vôtre en fait, de manipuler l'image de cette façon. Après c'est un film sur le cinéma, ça le reste, et sur comment raconter des histoires, et rien que là, je trouve à chaque plan ça se réinvente, mais ça m'a surpris, quand vous avez raconté ce plan-là, ça m'a étonné, parce qu'en plus le plan sur le visage du garçon, il clignote, il y a la cadence, et du coup je me dis ok, là il est en train de regarder un film. Enfin, pour moi c'était une projection sur son... Et donc après je me dis waouh, c'est génial, et ça l'est tout autant, mais je veux dire d'un coup, bref, je me suis même demandé s'il y avait d'autres passages du film où vous vous amusiez de ça. Le train et le cinéma, c'est une vieille histoire. Mais oui, c'est pour ça. Là, une très vieille histoire. Il a bouclé la boucle, quoi. Pour moi, ce qui était important d'imaginer, et là je trouve que c'est vraiment un truc qu'on a trouvé à deux, c'est la première fois qu'on le voit donc face à ce train. Juste avant, on a moi, de dos, fumant le cigare des Légois. Et donc, à partir du moment où le cigare était fumé et les Légois étaient avec nous, le film pouvait démarrer. Donc, j'allume le cigare, je regarde passer le train, et le contre-champ, c'est le visage de mon fils. Donc, c'est en fait ce que je veux faire pendant tout le film, c'est essayer de remonter vers mon sens du merveilleux pour avoir le courage de lui raconter l'histoire du mélodrame. Alors que l'histoire que moi je voulais naturellement lui raconter à elle, qui allait devenir une femme, c'est l'histoire de Gauvin, avec chaque femme choisit son destin et basta. C'est effectivement le train qui emporte le film, à ce moment-là précisément, et qui permet effectivement le déroulé de ce qui va suivre, et il permet aussi de ramener cette figure du garçon qui regarde et qui est émerveillé par le passage, et la figure du train. Et donc c'est des éléments, encore une fois c'est un film où on n'est pas submergé par une quantité de matière monstrueuse en fait, hein. On est vraiment avec une matière, je ne veux pas dire qu'elle est limitée, mais elle est économe, et elle permet un nombre, ce qui n'empêche pas d'avoir un nombre de combinaisons possibles assez important. Et donc on est encore dans une organisation d'une salle de montage à l'ancienne, c'est-à-dire avec des bobines qui classifient les différentes matières, y compris pour la cabane, le jardin, etc., les différentes saisons, les matières trains, les matières visage, et des choses comme ça. Et donc c'est des matières qui, encore une fois, n'appartiennent pas directement à une histoire,
mais qui rentre dans la composition de ce qui se déploie en fait. Et en montage, moi j'aime bien penser montage en termes de composition plus que d'écriture en fait quelque part, même s'il y a forcément de l'écriture visuelle et sonore, mais la composition ça permet vraiment de penser un trajet d'un point de vue musical, structurel, rythmique, appelle ça comme tu veux, mais c'est vraiment de le penser comme des motifs par exemple qui reviennent et qui travaillent le film. C'est de nouveau la peinture. Oui, c'est aussi comme de la peinture, oui, bien sûr. Mais, Et c'est très très beau, lorsque vous êtes dans une petite salle de montage, que tout le film est en 16 mm sur des chutiers. Vous avez des petits néons derrière les chutiers et vous vous baladez dans le film, physiquement, réellement. Vous êtes là dans la salle de montage, vous bougez, vous voyez tout le film. Et alors il y a des montages plus précis, plus cut, etc. Et je disais, tiens, mais est-ce qu'on mettrait pas un peu de jaune ou un peu de rouge, etc. Et vous allumiez les chutiers, vous allez repérer les plans, il y a du jaune, du rouge, etc. Donc là, on est vraiment de nouveau plus proche de la peinture. Et du coup, par rapport à ça, quand vous êtes passé de la pellicule au numérique, est-ce que vous avez réussi à garder cette idée de la peinture au montage, ou est-ce que ça s'est un peu perdu avec le passage au numérique? Parce que vous disiez que vous aviez fait une trilogie dont le deuxième était fait au numérique, c'est pour ça que je vous posais la question. Ça se transforme. La plupart des monteurs qui sont passés de la pellicule au numérique vous diront la même chose. Effectivement, on est face à un outil qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu avant. On perd le geste de l'artisan, je dirais. Je me souviens, moi, la première fois que je me suis retrouvé devant un ordinateur avec un écran et un logiciel de montage qui était pas très évolué à l'époque. C'était quand même des versions très, très sommaires. Je me demandais où était la matière. On me disait, mais elle est là, c'est dans le disque dur. Attends, le disque dur, c'est quoi? Mais je sais pas, moi, je peux pas la toucher. Donc, si je peux pas la toucher, elle est où, cette matière? Donc, effectivement, on est dans une approche, je dirais, plus intellectuelle, presque, moins tactile, moins sensitive. Et donc, on apprend à travailler avec cet outil nouveau. Et donc, il y a une adaptation, je dirais, qui crée un état de transformation du travail. On est moins. C'est pour ça que Walter Murch, par exemple, qui est un monteur américain, quand il est passé la pellicule au numérique, il montait debout. Il avait besoin de garder cette corporalité, en fait. Je le comprends tout à fait. Moi, je me suis dit, ok, je reste assis. J'essaie de trouver ma corporalité autrement. Mais je fais du jogging ou je sais pas. Mais c'est vrai, parce que le moment où on va chercher ses chutes dans un chutier, on va chercher sa bobine de double, on se lève physiquement, on va chercher l'élément sur lequel on va travailler. Donc il y a une implication du corps, je dirais presque. Et en tout cas, il y a ce geste de l'artisan qu'on a effectivement perdu avec le numérique. Maintenant, ce qui nous est resté, c'est la méthodologie. Moi, c'est une chose dont je parle beaucoup ici à l'INSAS, dans ce que j'essaie de transmettre aux étudiants, l'importance de la méthodologie, l'approche méthodologique et donc la classification des choses, le fait de pouvoir organiser, de pouvoir travailler à la fois avec une conscience du chemin qu'on prend et en même temps essayer de garder une forme d'intuition dans le travail, quoi. Ça, c'est toutes des choses qui restent. Donc je dirais l'outil a amené un autre geste que le geste qu'on avait de la pellicule, où on pouvait sentir le temps au bout de ses doigts. C'était très impressionnant quand on défile une copie de travail, on fait défiler une copie de travail, on peut sentir la rythmique même par les collures. Donc c'est toutes des notions qui disparaissent effectivement avec les graphiques de la timeline. C'est pas tout à fait la même chose, c'est pas vraiment la même approche. Mais il faut essayer de garder quand même cette dimension entre guillemets artisanale et la méthode, quoi. Vraiment la méthode. L'importance de la traversée macrostructurelle avant d'aller très précisément dans les détails.
Ça, c'est une chose importante que moi j'ai forcément parce que j'ai une vingtaine d'années de pratique pellicule avant de passer au numérique, que vous n'avez pas. Et donc c'est important de pouvoir repenser la chose et ne pas vouloir aller directement dans la forme parfaite du raccord avant d'avoir construit la structure de ce que vous travaillez, quoi. Ça, c'est des choses qui nous viennent effectivement de ce rapport à la pellicule. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question, mais après ça dépend des projets, hein. Je dirais des projets qui sont un projet comme ce qu'a pu travailler Eric après. Même avec le numérique, il y a toujours ces mélanges de matières. Il y a quand même du matériel Super 8 qui réussit quand même à exister à l'intérieur. Il y a différentes formes d'approche qui restent. Dans les films rêvés, c'est un film donc beaucoup plus long. Il y a du 8 mm, du Super 8, du 16 mm et du 35 mm. Donc il y a un peu de tout. Et les matières, enfin j'ai toujours aimé comme un peintre d'ailleurs, les matières, les traitements des matières, les différentes matières, etc. Il y a une grande différence quand même, en dehors de tout ce que je viens de dire là, c'est que quand vous travaillez sur pellicule, il n'y a qu'une version du film en fait. C'est celle qui est sur la table. Toutes les autres, elles sont dans votre tête ou écrites, et elles sont dans la mémoire de la pellicule qui reste. Les fausses coupes, et c'est arrivé plusieurs fois quand on devait, si je reprends, y compris dans La lettre d'un cinéaste à sa fille ou dans d'autres films sur lesquels j'ai travaillé sur pellicule, on propose une version et puis la version ne convient pas au réalisateur ou elle ne convient pas au film, ou les deux. Du coup, il faut repartir de zéro parfois, et donc il faut aller rechercher les chutes et puis reconstituer l'état initial de la matière. Et puis repartir sur une nouvelle base. Donc c'est vraiment une certaine épreuve qui est aussi de l'ordre d'une vraie bataille avec la matière, quoi. Je donne souvent l'image du sculpteur en face d'un bloc de matière, hein, et je dis il a une forme en tête et puis il y a la résistance de ce qu'il travaille, c'est-à-dire de cette matière qui est différente suivant que c'est du bronze, de la terre glaise, ou du bois. Voilà. Et cette résistance conditionne la forme qui va se révéler finalement à lui. C'est vrai que c'est une image qui, pour moi, a défini quelque chose de très concret, alors que quand on est avec le numérique, on n'est pas nécessairement... il faut faire... c'est un processus intellectuel peut-être plus complexe pour arriver à comprendre cette image, mais pour moi elle est très, très claire, quoi. C'est vraiment un dialogue avec la matière sur laquelle nous travaillons, qui est visuelle ou sonore, et qui conditionne le film en devenir, quoi. Vraiment. Autant que cette forme qu'on a en tête. Voilà. Et en tant que monteur, comment est-ce qu'on s'inscrit à l'intérieur d'un récit aussi intime, disons? Enfin, à quel endroit on place sa sensibilité? Quel équilibre vous trouvez là-dedans? Ici, c'est un travail spécifique parce que au moment où on fait la lettre, on se connaît déjà depuis, je sais pas, plus de 15 ans. Et on a déjà travaillé ensemble, il y a eu d'autres films avant, etc. C'est pas seulement un compagnon de route, c'est aussi un ami. Donc forcément, je connais sa fille. Et on essaye de travailler dans une complicité de travail qui n'est pas de l'ordre de la complaisance, mais qui est vraiment, on essaye de l'inscrire dans un travail vraiment de recherche et d'expérimentation aussi, d'une certaine manière. Donc voilà, pour ce travail-là, moi je trouve ma place assez facilement parce que je décode assez vite le langage sur lequel il travaille. Donc il y a une compréhension. Mais je me suis retrouvé ponctuellement dans des projets où effectivement c'était plus compliqué. Là, pour le coup, je veux dire, c'est un ami qui monte. Je sais pas, il aurait eu un accident de moto il y a 15 ans. Il aurait raté le cinéma il y a 15 ans, probablement. Voilà.
c'est une relation très forte et qui permet de chercher loin dans les films, d'essayer des choses. Parce qu'à partir du moment où on sait pourquoi on fait un film, comment faire le film devient une expérience assez ludique. Mais il faut savoir pourquoi on le fait, vraiment. Puis travailler sur l'intime, c'est travailler sur une forme et d'identifier c'est la mesure, la distance qui permet d'identifier cette forme et de pouvoir construire à partir de là. On n'est pas dans du privé, on est dans de l'intime. C'est important de faire la distinction entre les deux. Et il arrive parfois qu'effectivement, dans ce type d'écriture, on bascule vers le privé. C'est des choses. Il faut garder une vigilance quand même par rapport à ça. Parce que c'est des nuances qui sont importantes et qui conditionnent la réception ou non de certaines formes d'écriture qui vont se révéler ou non. Donc ça reste du travail en fait. Ça reste du travail avec des images et des sons et une écriture qui va ou non se révéler par le jeu de combinaison entre ces différentes formes. Moi je me demandais du coup, on a parlé de la transition pellicule numérique en montage, mais vous, votre rapport du coup au numérique à présent, qu'est-ce que c'est? Vous nous disiez que vous filmez votre enfant en Super 8. Est-ce que vous filmez maintenant en numérique ou pas? Ou est-ce que vous y prenez du plaisir? Vous parliez que vous travaillez la matière comme un peintre. Est-ce que vous retrouvez ça en numérique ou plus du tout? Est-ce que vous tournez encore en pellicule? Quel est votre rapport à ça? Oui, j'ai tourné encore en pellicule. Mais ça devient rare parce que ça devient aussi très très cher. En fait, même en Super 8, ça devient très cher. Donc, mais pour mon dernier film, Jaune de septembre, j'ai filmé effectivement en numérique. Pas tout, loin de là. Mais quand je filme en numérique, je filme avec mon téléphone. Et l'image me satisfait, elle est bonne. C'est beaucoup mieux que le Super 8 d'antan à la limite. Donc, j'ai jamais été un maniaque de la qualité, de la perfection. Je pense que c'est pas ça du tout l'important. C'est une image, ça ne peut être qu'une image, mais ce qui la fait image et ce qui fait qu'elle raconte quelque chose, c'est l'image d'avant et l'image d'après. Donc c'est Rudy. Oui, finalement, qu'il soit en pellicule ou en numérique, Rudy, Voilà, mais je pense que la prise de position personnelle, comme on dit aujourd'hui, faire un film à la première personne du singulier, elle est extrêmement importante. Mais il faut mesurer la façon dont on se met dans ce film, dans son film. C'est tout ce rapport entre l'intime, le privé, qu'est-ce qu'on peut dire, ne pas dire, etc. Est-ce que, peut-être pour finir, vous pourriez donner un petit conseil pour... il y en a certains d'entre nous qui doivent encore tourner le PVD, qui doivent commencer à le monter. Du coup, vu que vous avez des connaissances tous les deux. Ah non, moi je sais pas du tout ce que c'est le PVD. Ou sur le cinéma en général. Non, c'est bien pour le PVD que j'ai quand même créé avec Michel Cléfy et Thierry Odain. Dans cette école, ainsi que toute la ligne documentaire, ce qui nous importait, c'était de regarder le monde avant de parler de soi, justement, de parler de cette dialectique entre soi et le monde. Et avant, ça nous paraissait, là, ça, c'est quand même une école très petit bourgeois, où de toute façon, ce qu'on pensait du monde et ce qu'on avait envie de raconter était plus important que le monde en lui-même. Et avec Thierry et Michel, on s'est dit non, le monde est fascinant, complexe, c'est très intéressant. Et à partir de ça, on formule quelque chose, on a un regard, il n'y a pas d'image sans regard. Et s'il n'y a pas de regard, sans personne qui dit je d'une manière ou d'une autre. Et il faut mesurer la limite de ce jeu aussi, la distance qui nous lie au spectateur.
Donc L'aide d'un cinéaste à sa fille, j'ai jamais pensé ça comme un film privé, c'était un film public, un film fait pour le spectateur, pour qu'il y ait un lien entre le spectateur et moi, quel que soit ce lien, mais qu'il y ait un lien. Dans cette salle, il y a je ne sais plus combien d'années, mais il y a très longtemps, on parlait du désir et du plaisir par rapport au cinéma. Il y a un étudiant qui a levé la main, qui a dit quelle est la différence. Alors, qu'est-ce que c'est une différence entre le désir et le plaisir? Je dis, ben, le plaisir, il est justement dû au spectateur. Créer un lien de plaisir avec lui, quelque part. Mais le désir, c'est votre travail. Et la différence énorme entre le désir et le plaisir, c'est que le désir, lui, justement, se conjugue. On dit je désire, tu désires, il ou elle désire. On ne dit pas je plaisir, tu plaisir, il plaisir. Voilà. Donc je dis à ce moment-là, le plaisir, vous le laissez au spectateur. Mais vous êtes obligé d'assumer votre regard, d'assumer votre présence au monde en tant que cinéaste et d'assumer votre film. Donc dites je. Alors il ne faut pas le faire forcément comme c'est le cas dans L'aide d'un cinéaste à sa fille, mais d'une certaine façon, Violent Face, je dis je aussi, tout en l'affermant. Ouais, dans le temps, personne n'a applaudi. Hein. Non, ce qui nous paraissait important avec Michel Cléfy et Thierry Odein, en créant le PVD, c'était la contrainte. Parce que vous auriez à faire, si vous voulez faire un cinéma libre, qui ose dire ce qu'il pense, vous le ferez dans des conditions de contrainte. Parce que vous n'aurez pas un producteur de la MGM qui va vous suivre, ni la télévision. Donc apprenez à filmer peu, à regarder d'abord, à penser comment ça pourrait s'intégrer cette image dans votre rapport thématique au sujet. Mais n'ayez pas peur justement de la contrainte parce qu'elle va vous mener beaucoup plus loin. Voilà. Vous voulez dire quelque chose, Rudy ? Ah non, moi j'ai aucun conseil à donner. Je vais en martyriser quelques-uns à partir de la semaine prochaine. Donc, bonne chance les gars. Donc du coup les conseils viendront. Non, l'exercice, c'est la contrainte de l'exercice, mais c'est l'exercice de la contrainte, quoi. Voilà. Moi je déplore toujours avec cet exercice-là, en montage et dans le suivi de projets, qu'on n'a jamais assez de temps. Et quand je dis que le temps est un luxe, en tout cas pour un film comme un projet comme La Lettre ou d'autres projets qui nécessitent effectivement des tissages, c'est pareil pour le PVD. Donc le conseil que je donnerais, c'est d'être au taquet dès le premier jour, parce que c'est dense, intense et très riche. Et c'est dans toute cette relation à l'écriture en images et en son, qui est très complexe en fait. C'est vrai que nous on a l'habitude avec les smartphones et les outils actuels d'avoir un tout en un. C'est comme le couteau suisse, quoi. Et puis là on se retrouve avec un exercice où on a une caméra à l'ancienne et puis on a une matière sonore et on doit travailler avec ça. Et vous verrez souvent quand vous commencez à travailler la forme sonore du film, c'est souvent là où le sol se dérobe sous vos pieds, parce que les vraies questions se posent à ce moment-là, et qui sont vraiment des questions d'écriture et de sens entre ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et donc c'est un exercice qui vous oblige à vous reposer ces questions-là. Voilà. Dans ce que vous voulez raconter, dans ce que vous voulez dire, dans la cohérence de ce que vous construisez, forcément. Mais... Donc c'est un exercice dense, très dense, mais très fort, très formateur ici dans cette école. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et bonne chance pour le PVD.
Je pense qu'il y en a qui ont déjà commencé.